Bonjour tout le monde, je me nomme Mélanie Lorrain et je suis la superviseure des services francophones ici à Autisme Ontario. J'aimerais vous présenter la santé mentale, c'est important. Introduction à la santé mentale des enfants et adolescentes autistes. Quelques détails techniques. Les opinions exprimées dans ce webinaire sont celles des présentateurs-présentatrices et ne reflètent pas nécessairement celles d'Autisme Ontario. Prenez note qu'Autisme Ontario ne donne son appui à aucun produit, thérapie, traitement, stratégie, opinion, service ou individu en particulier. Nous appuyons cependant votre droit à l'information. À nos yeux, il est très important que vous fassiez vos propres recherches afin de prendre vous-même des décisions éclairées. J'aimerais également dire quelques mots sur le choix du langage employé durant cette présentation. L'autisme a une signification différente pour chacun. Le personnel de la santé, les chercheurs et les fournisseurs de soins peuvent utiliser un terme alors qu'une personne autiste ou sa famille emploiera un autre terme pour se désigner elle-même ou pour désigner un membre de sa famille. Les différents termes que vous entendez pour décrire l'autisme correspondent soit à une perspective axée sur la personne d'abord, personne qui vit avec l'autisme, soit à une perspective centrée sur l'identité, personne autiste. Le langage axé sur la personne reflète l'idée selon laquelle l'autisme peut être séparé de la personne et ne la définit pas comme les expressions personne avec autisme, tandis que le langage axé sur l'identité reflète la conviction que l'autisme est une partie importante de l'identité d'une personne et ne peut en être séparé. Pour respecter ces deux préférences, nous utiliserons indifféremment l'un ou l'autre terme tout au long de ce webinaire et nous respecterons également toute désignation que vous préférez personnellement. Vous trouverez dans la section ressources plus d'informations concernant la déclaration d'Autisme Ontario sur le choix du langage. Nous vous rappellerons qu'au cours de cette présentation, nous ne pourrons pas répondre aux questions concernant spécifiquement votre enfant ou une personne avec laquelle vous travaillez ou que vous connaissez. Nous discuterons de stratégies générales et ou d'activités où nous vous indiquerons où trouver des informations supplémentaires et d'autres professionnels que vous pourriez consulter à des fins de suivi. Commençons maintenant la présentation. J'aimerais vous présenter maintenant Mélanie Specht, présentatrice de la présentation d'aujourd'hui. Salut Mélanie. Bonjour Mélanie. Allô, merci de m'avoir. Donc, je me présente Mélanie, je suis travailleuse sociale pour un petit conseil dans le nord de l'Ontario. Donc, pour débuter au programme d'aujourd'hui, nous allons débuter avec la santé mentale et l'autisme comme troubles concomitants. Nous allons discuter aussi de l'autorégulation, les théories, les approches, donc les facteurs liés au mode de vie et à l'environnement, les facteurs cerveau-corps et aussi favoriser la santé mentale des enfants. Donc, alors, commençons avec qu'est-ce que la santé mentale? En 2021, l'hôpital de Toronto, SickKids, a publié son plan de soutien de la santé mentale pour les 5 prochaines années. À long et en large, le rapport définit la santé mentale comme des émotions, processus cognitifs et de comportement qui varient en réponse au stress et à la résilience. Cette définition indique que la santé mentale englobe de nombreux éléments, notamment nos sentiments, nos pensées et aussi nos comportements. On se comprend que chaque personne est unique, ainsi que la présentation de la santé mentale. La santé mentale chez les personnes ayant l'autisme peut être visible ou non et qui manifeste la détresse de manière différente de celle des personnes neurotypiques. Les défis de la santé mentale peuvent affecter la façon dont une personne communique, y compris son langage corporel, donc voulant dire ses expressions faciales, son ton de voix, et parfois la façon dont elle décrit ses expériences. Les enfants et les jeunes sur le spectre de l'autisme vivent un moment de crise, d'anxiété ou de dépression sans même qu'on s'en aperçoive. Les troubles concomitants. Donc, plus de 50% des ados ayant un TSA répondent aux critères d'une maladie mentale concomitante. Le terme concomitant est quand une personne avec l'autisme a en même temps un autre diagnostic ou une autre condition.
Souvent, ces conditions comprennent l'anxiété, la dépression, le trouble déficitaire de l'attention, l'hyperactivité et aussi le trouble bipolaire. Donc, les chercheurs s'interrogent sur les raisons de cette prévalence de maladies mentales concomitantes chez les personnes atteintes du trouble du spectre de l'autisme. Certaines raisons pourraient être que ces personnes subissent des facteurs de stress accrus liés à leur état, tels que les sensibilités sensorielles ou le stress lié au fait de masquer certains traits. Ce dont je veux dire est qu'une personne cherche à cacher ou à minimiser ses traits afin de mieux s'intégrer. Ces personnes peuvent éprouver de la difficulté avec l'autorégulation, ce dont nous allons discuter sous peu. Mais aussi, ces personnes ont des sentiments d'anxiété ou de stress plus intensivement que leurs pairs neurotypiques. Ces personnes aussi sont moins susceptibles de recevoir un diagnostic approprié d'une maladie mentale parce que leur diagnostic d'autisme projette un immense ombrage des autres symptômes. Donc, tout en gardant cela à l'esprit, il est important, en tant que parent et aidant naturel, de discuter de la meilleure façon de gérer les facteurs de stress de vos enfants et les aider à développer ces habiletés d'autorégulation pour gérer les sentiments d'anxiété et de stress. J'aimerais discuter brièvement du mot autorégulation, qui est à la mode de nos jours. L'autorégulation est une compétence importante que nos enfants atteints d'un TSA doivent développer car elle est liée à leur capacité à acquérir d'autres compétences. Et ça promouvoit aussi l'indépendance. J'aimerais démarrer cette courte vidéo drôle qui, je l'espère, vous fera tous et tous rire. Oh, nom 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 nom. Me get this feeling when me see a cookie on a plate. Me want to grab it, want to eat it, oh me no can wait. But now me know that self-control is something me must learn. Me want to grab it, want to eat it, but me wait. Me want it, but me wait. Ah, this not easy. Me get the feeling when a chocolate chippy on a dish. Me want to grab it, want to eat it, that me only wish. But now me know that self-control is something me must try. Me want to grab it, want to eat it, but me wait. Me want it. J'adore cette vidéo. Mais l'autorégulation est un sujet qui revient dans les médias sociaux, les livres et juste dans les conversations en général. L'autorégulation est considérée comme un facteur contribuant de manière significative à la santé mentale positive et au bien-être. Lorsque nous parlons de santé mentale chez les enfants, cela signifie du fait qu'ils sont calmes ou régulés, alors qu'une régulation dysfonctionnelle, se manifeste par des sentiments contrariés et contribue à des difficultés avec la santé mentale. Lorsque nous demandons à nos enfants de s'autoréguler, on leur demande de contrôler à la fois leurs sentiments, leurs actions et d'être suffisamment calmes et alertes pour assimiler de nouvelles informations autour d'eux, comme dans la vidéo où Cookie Monster doit rester calme et attendre avant de pouvoir avoir un biscuit. C'est comme le dit Cookie Monster, comme c'est dur. L'autorégulation requiert différentes compétences. C'est possible qu'elle ne soit développée avant que l'enfant soit bien avancé dans son adolescence ou même à l'âge adulte. Nous ne attendons pas à ce que les enfants soient toujours capables d'avoir la conscience ou les compétences nécessaires pour pouvoir se calmer ou s'apaiser. Pour pouvoir s'autoréguler efficacement, votre enfant doit avoir une conscience interne de ce qu'il ressent dans son corps, faire correspondre son sentiment à une étiquette émotion, donc que nous appelons la littératie émotionnelle, et trouver des moyens de surmonter les émotions et les sensations corporelles. Par exemple,
Nous pouvons ressentir une sensation de tension dans la poitrine et le battement de cœur devient rapide, ce qui indique que nous sommes peut-être un peu anxieux. Et nous prenons alors la décision de rechercher le réconfort de notre chair ou aller pour une marche, pour même aller chercher un verre d'eau. C'est beaucoup d'étapes pour les enfants. Beaucoup d'étapes. Mais tout au long de cette série de webinaires, nous allons discuter comment vous pouvez aider votre enfant à franchir ces étapes. Et comme aidant naturel, nous pouvons réduire la dépendance d'adultes pour s'autoréguler. L'une des premières considérations à prendre quand on s'intéresse à la santé de notre enfant, y compris sa santé mentale, le style de vie, les facteurs liés au mode de vie tels que le sommeil, la nutrition, le régime alimentaire et l'exercice physique. La gestion de ces facteurs peut sembler simple et font, comme on le dit, du bon sens. Mais des difficultés ou des différences dans l'un ou l'autre de ces domaines peuvent avoir un impact significatif sur la capacité de votre enfant d'envisager des situations de stress, petits ou grands. Si vous avez des préoccupations par l'un de ces facteurs ci-dessus, n'hésitez pas de consulter votre équipe médicale et ou thérapeutique pour obtenir du soutien. Nous aborderons également des stratégies liées à certains de ces facteurs, y compris la façon dont nous structurons nos habitudes quotidiennes dans le cadre des prochaines présentations de cette série. Nous allons maintenant nous pencher sur ce que nous appelons les facteurs cerveau-corps et sur la manière dont ils sont liés à la santé mentale. La santé mentale est la façon dont nos émotions, nos sentiments, notre cognition, nos pensées et nos comportements, les actions, varient en réponse au stress ou aux défis. Il convient alors d'examiner ce qui se passe dans notre cerveau, dans notre corps et comment ces facteurs cérébraux et corporels sont liés à notre capacité à nous réguler ou à réagir de différentes manières à des différentes situations. Tout d'abord, comment le cerveau et le corps sont-ils liés? Le cerveau et le corps communiquent en s'envoyant des messages l'un à l'autre par notre système nerveux. Par exemple, le corps reçoit des messages du monde extérieur, donc les images, les sons, les odeurs. Ensuite, le cerveau interprète ces messages et répond par une action ou un comportement. Suivant, à quoi ressemble le développement du cerveau à différents âges? Lorsque les enfants sont très jeunes, ces messages et ces connexions se développent très, très rapidement. Ils commencent à informer la façon dont l'enfant perçoit le monde qui l'entoure. Est-ce un endroit effrayant? Est-ce un endroit sécuritaire? En grandissant, ces connexions sont en mode de révision constant. Notre cerveau ne mature pas avant la mi-vingtaine et continue à évoluer au fur et à mesure que nous apprenons et que nous vivons des expériences tout au long de notre vie. Enfin, comment le comportement de notre corps reflète ce qui se passe dans notre cerveau? Nous pouvons utiliser les actions ou les comportements observés chez l'enfant comme indicateurs pour nous aider à déterminer ce qui se passe dans son cerveau. Comme exemple, réagit-il à partir d'un état calme ou ses actions sont plus intentionnelles? Ou est-ce qu'elle réagit d'un état de peur, d'excitation ou de dérégulation? Ou ses actions sont plus instinctives? Nous allons maintenant visionner un court vidéo sur le modèle développé par Daniel Siegel, qui est un spécialiste du cerveau bien connu. Et il est aussi l'auteur du livre The Whole Brain Child. Nous allons voir comment notre cerveau et notre corps réagissent lorsqu'il y a une situation qui est perçue comme étant menaçante et comment notre cerveau et notre corps répondent. Bonjour, je vais vous faire la démonstration du cerveau de Daniel Siegel. Daniel Siegel est un neuropsychiatre américain qui a modélisé le cerveau dans la main. Il utilise l'avant-bras comme étant la colonne vertébrale et puis quand on rabat le pouce sur la paume de la main, c'est ce qu'il appelle le tronc cérébral ou le cerveau moyen et c'est le siège, la partie limbique du cerveau, le siège des émotions.
et des réactions en cas de stress, soit l'attaque, l'immobilisation, la fuite. C'est la partie qui régule aussi toutes les fonctions automatiques comme la respiration, la digestion et toutes les émotions. Quand on rabat les doigts sur le cerveau, la partie devant étant le front, c'est ce qu'on appelle le cortex. Le cortex, c'est la partie du cerveau qui permet de raisonner, de penser, de décider. Et la partie sur les ongles, c'est ce qu'on appelle le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal est le siège des fonctions supérieures du cerveau. Le cortex préfrontal permet la régulation des émotions, permet la moralité, la prise de décision, l'organisation, la logique. C'est vraiment toutes les parties qui sont très importantes au niveau de l'intelligence du cerveau et de la prise de décision. Lorsqu'on est en colère, ce qui se passe dans le cerveau, c'est ça. On est déconnecté de notre capacité à s'organiser, de notre capacité à être logique, de notre moralité, de notre empathie, de notre flexibilité. Et on est en prise directe à notre stress, à notre réaction en cas de stress, soit l'attaque, la fuite, l'immobilisation. Physiologiquement dans le cerveau, on est donc incapable de raisonner, on est incapable d'être logique, on est incapable de prendre des décisions. Donc ce qu'on propose en discipline positive, c'est de prendre un temps pour se recentrer. Juste le temps que le cerveau puisse avoir accès de nouveau à toutes ces fonctions supérieures du cerveau, soit l'organisation, la moralité, l'empathie, la prise de décision, la logique et la capacité à trouver des solutions. Il existe un phénomène qui s'appelle les neurones miroirs. Les neurones miroirs, c'est ce qui fait que quand on ouvre la bouche, qu'on donne à manger à un bébé, le bébé ouvre la bouche. Quand on bâille, la personne en face de nous bâille. C'est situé à cet endroit-là dans le cerveau. Et ces neurones miroirs font que lorsqu'on est en colère, qu'on est en réaction de stress, la personne en face de nous, en 10 secondes, est dans le même état. J'arrive le soir à la maison et mon fils laisse traîner ses chaussures. Si j'ai une journée moindrement fatigante, chargée de stress et d'émotions, il y a toutes les chances qu'en 10 secondes, je sois comme ça. Je commence à crier, à lui dire « Comment t'as pas rangé tes chaussures? J'ai failli me casser la figure ». Et en 10 secondes, lui est comme ça. Et là, c'est l'escalade. Ça monte, ça monte, ça monte. Ce qu'on propose en discipline positive, c'est un temps pour se recentrer. Ce temps, on l'appelle le temps de pause. Donc, c'est de prendre un moment pour avoir de nouveau accès à notre capacité à raisonner, à notre logique, à notre empathie, à notre moralité, à notre capacité à prendre des décisions. Enfin, pour les adolescents, il a été démontré scientifiquement que les connexions neuronales ne sont pas terminées. L'adolescent est donc comme ça. Il est beaucoup plus facilement en prise directe à ses émotions et à ses réactions en cas de stress, soit l'attaque, la fuite, l'immobilisation, et que beaucoup plus facilement il se déconnecte et beaucoup plus facilement il perd donc son empathie, sa moralité, son raisonnement, sa logique, ce qui peut expliquer parfois certaines prises de risques. Le cerveau de l'adolescent et ses connexions se terminent à 25 ans. Avant même que les enfants puissent commencer à s'autoréguler, ils doivent comprendre ce qui se passe dans leur environnement et comment ces informations peuvent avoir un impact sur leur cerveau et sur le corps. Ce processus est appelé traitement sensoriel ou intégration sensorielle, qui est défini comme étant une capacité d'un individu à organiser, intégrer et traiter les informations sensorielles reçues du corps et de l'environnement externe afin de produire des réponses réfléchies et orientées vers un but. Donc, en d'autres mots, il s'agit du processus de recueil d'informations par nos sens, puis l'organisation des informations afin de créer une réponse appropriée à la situation. Nous recevons les informations de différents organes sensoriels, donc les yeux, les oreilles, notre nez, notre ouïe, notre langue.
notre peau. Donc, c'est tous ces récepteurs dans nos muscles et dans nos articulations pour être traités de différentes sections du cerveau. Puis, ces informations sont partagées entre les différentes zones du cerveau. Grâce à ce processus, les sens interagissent constamment avec l'environnement pour comprendre où suis-je, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je veux, de quoi j'ai besoin, comment est-ce que je devrais réagir. Conscience interne, l'interoception. Avant que les enfants puissent commencer à s'autoréguler ou à s'adapter à la situation, ils doivent comprendre ce qui se passe dans leur corps. L'ergothérapie se concentre sur l'interoception, soit la compréhension des sensations dans le corps. Ce sens travaille dur, sans arrêt, surveillant tout votre corps, comme le cœur, les poumons, l'estomac, la vessie, les muscles, la peau et même vos globes oculaires, tout en collectant des renseignements sur la façon dont ces parties du corps se sentent. Ce sens nous aide à comprendre des choses comme la faim ou la fatigue, mais il nous aide également à comprendre nos émotions. Comme exemple, mon cœur battait la chamade quand nous avons commencé ce webinaire, car j'éprouvais comme de l'anxiété. Vous savez, la recherche montre que le fait de comprendre nos sensations corporelles constitue la première étape vers la conscience émotionnelle et l'autorégulation. Nous n'avons pas le temps d'aborder l'interoception, mais si vous le souhaitez, votre page de ressources contient le lien vers le site web de Mme Kylie Mahler et elle propose une multitude de ressources sur le sujet, y compris des cours et des activités. Elle offre également comme un programme complet si vous travaillez avec un ou une ergothérapeute qui peut avoir besoin des idées sur la façon d'enseigner cette compétence. Quel est le lien avec la santé mentale? Donc, la façon dont notre cerveau et notre corps traitent ces informations provenant de nos environnements internes et externes peut contribuer à des sentiments de calme ou de contrariété. Par exemple, réfléchissez à la manière dont ces sensations peuvent influencer la capacité d'une personne à rester calme et régulée lorsqu'elle est confrontée à un facteur de stress. Donc, il y a des environnements externes, sensoriels. Donc, avoir des lunettes vives, des vêtements confortables, les bruits forts, internes, donc interoception, le ventre gonflé, les maux de tête, la fatigue. Donc, favoriser la santé mentale de votre enfant. Le service de psychiatrie de l'hôpital à Toronto SickKids a élaboré un programme complet de soutien à la santé mentale des jeunes enfants qui met l'accent sur 6 façons de renforcer l'attachement et favoriser leur bien-être. Donc, en premier lieu, engagez-vous. Votre enfant a besoin que vous jouiez avec eux, que vous lui appreniez comment partager ou même prendre son tour et aussi perdre. C'est très important que nos enfants apprennent comment perdre. L'attention à cette étape clé pour les enfants atteints du spectre de l'autisme. Il s'agit d'apprendre à votre enfant à prêter attention à une chose vers laquelle vous l'avez dirigé. Mais il faut d'abord que vous sachiez trouver son attention comme par le jeu. Deuxièmement, faites preuve de sensibilité. Votre enfant grandit, apprend et a parfois besoin d'espace pour pouvoir explorer son monde à son rythme, à son propre rythme. Donc aussi, faites preuve de cohérence. Donc, nous en reparlerons la semaine prochaine ou dans les prochains webinaires, mais le maintien d'une routine et de limites est essentiel au développement de votre enfant. Soyez à l'écoute. Votre enfant peut vouloir exercer son indépendance, mais il ou elle a toujours besoin de vous, surtout lorsqu'il s'agit de régulation. Comme nous l'avons dit précédemment, sur le plan du développement, votre enfant a encore vraiment besoin que vous l'aidiez à se réguler. Aussi, soyez de bonne compagnie. Bien que cela semble évident vraiment évident, il peut être très difficile de rester dynamique et amusant en tant que parent. Nous sommes épuisés et parfois notre tête n'est pas au moment présent. Mais il est important de se rappeler de ralentir et de s'amuser avec vos enfants. Aussi, soyez leurs yeux. Vous êtes la voix de votre enfant et il a besoin que vous nommiez ses pensées, ses sentiments et ses expériences. Il faut répéter de nombreuses fois avant qu'il ou elle puisse commencer à le nommer.
Donc, la co-régulation est un moyen efficace afin de mettre en œuvre certaines stratégies recommandées par l'hôpital de Sickkids pour soutenir la santé mentale de votre jeune enfant. Avant même de pouvoir développer leur capacité d'autorégulation, les enfants doivent vivre des expériences de co-régulation émotionnelle avec un ou plusieurs adultes bienveillants. La co-régulation consiste à faire en sorte que les besoins émotifs et physiques sont apaisés par une personne qui s'occupe d'eux et ces expériences contribuent à établir ce lien solide entre le cerveau et notre corps. Même avant que les enfants et les jeunes ne soient capables de développer leur propre capacité d'autorégulation et d'adaptation, ils dépendent de leurs parents et des personnes aidantes qui s'occupent d'eux pour le faire à leur place. En tant qu'adultes, nous continuons à nous autoréguler avec les personnes qui nous entourent. Donc, par exemple, lorsque nous nous confions à une amie après une longue journée, ou même lorsque nous avons un copilote, vous savez, un passager dans la voiture. Pour nos enfants, cette co-régulation se produit tous les jours dans toutes nos interactions. Lorsque les jeunes enfants sont apaisés par des câlins ou des bercements d'un ton calme, lorsque les enfants d'âge scolaire ont besoin d'un aidant naturel qui leur tienne la main jusqu'à la porte d'entrée à l'école, ou même lorsque nos ados ont besoin de, vous savez, consulter les parents avant de prendre un risque. La co-régulation est le fondement d'un bien-être sain et d'une santé mentale positive tout au long de la vie. Rester calme et se connecter peut sembler simple, mais la vie peut parfois être chaotique et cela peut être difficile à faire. Je vais maintenant vous montrer une vidéo sur l'écoute active qui, je pense, montre comment nous pouvons être cette personne de soutien calme dont nos enfants ont tellement besoin. My rocket! Wait! Riley and I were still using that rocket. It still has some song power left. Who is your friend who likes to play? No! No! You can't take my rocket to the top! Riley and I are going to the moon! Riley can't be done with me. Hey, it's gonna be okay. We can fix this. We just need to get back to headquarters. Which way to the train station? I had a whole trip planned for us. Hey, who's ticklish, huh? Here comes the tickle monster. Hey, Bing Bong, look at this. Oh, here's a fun game. You point to the train station and we all go there. Won't that be fun? Come on, let's go to the train station. I'm sorry they took your rocket. They took something that you loved. It's gone. Forever. Sadness. Don't make him feel worse. Sorry. It's all I had left of Riley. I bet you and Riley had great adventures. Oh, they were wonderful. Once we flew back in time. We had breakfast twice that day. Sadness. It sounds amazing. I bet Riley liked it. Oh, she did. We were best friends. Yeah, it's sad. I'm okay now. Come on. The train station is this way. C'est tellement un bon exemple de la valorisation d'émotions. Vous voyez, Tristesse a su comment bien le réconforter en valorisant ses expériences et où il était dans son processus de deuil. Donc, j'essaie toujours de souligner aussi l'importance et les avantages d'une relation positive pour renforcer l'estime de soi et améliorer la santé mentale. Le fait d'être seul ou se sentir isolé peut faire ressortir des sentiments d'anxiété durant l'enfance et cela peut se poursuivre à l'âge adulte aussi. Voici l'une de mes citations préférées. Pour tout le monde, tu peux être une personne, mais pour une personne, tu peux être tout le monde. Pour les enfants atteints de neurodiversité,
il peut être difficile d'établir des relations, mais il suffit d'un seul lien, d'une seule relation positive pour faire une grande différence. Les 3 prochaines sections de notre mini-série proposeront des stratégies que vous pourrez essayer avec votre enfant ou votre ado TSA. Chaque série est divisée en fonction de l'âge, mais je vous encourage à écouter à l'une ou à l'autre des séances, ou même toutes les séances, car certaines stratégies peuvent convenir à votre enfant, quel que soit son âge. Et ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas assister aux 3 séries, parce que nous allons les enregistrer. Ils seront disponibles à la demande. Donc, je vous remercie énormément pour votre temps que vous m'avez accordé aujourd'hui et on se revoit bientôt. Bonjour tout le monde, je me nomme Mélanie Lorrain, je suis la superviseure des services francophones ici à Autisme Ontario. J'aimerais vous commencer à présenter retake. Bonjour tout le monde, je suis Mélanie Lorrain, la superviseure des services francophones ici à Autisme Ontario. Je vous présente la santé mentale, c'est important. Introduction à la santé mentale des enfants et adolescents autistes. Nous allons commencer avec quelques détails techniques. Donc, les opinions exprimées dans ce webinaire sont celles des présentateurs, présentatrices et ne reflètent pas nécessairement celles d'Autisme Ontario. Prenez note qu'Autisme Ontario ne donne son appui à aucun produit, thérapie, traitement, stratégie, opinion, service ou individu en particulier. Nous appuyons cependant votre droit à l'information. À nos yeux, il est très important que vous fassiez vos propres recherches afin de prendre vous-même des décisions éclairées. Déclaration sur le choix de langage. J'aimerais également dire quelques mots sur le choix du langage employé durant cette présentation. L'autisme a une signification différente pour chacun. Les professionnels de la santé, les chercheurs et les fournisseurs de soins peuvent utiliser un terme, alors qu'une personne autiste ou sa famille emploiera un autre terme pour se désigner elle-même ou pour désigner un membre de sa famille. Les différents termes que vous entendrez pour décrire l'autisme correspondent soit à une perspective axée sur la personne d'abord, personne qui vit avec l'autisme, soit à une perspective centrée sur l'identité, personne autiste. Le langage axé sur la personne reflète l'idée selon laquelle l'autisme peut être séparé de la personne et ne la définit pas, comme les expressions « personne avec autisme », tandis que le langage axé sur l'identité reflète la conviction que l'autisme est une partie importante de l'identité d'une personne et ne peut en être séparé. Pour respecter ces deux préférences, nous utiliserons indifféremment l'un ou l'autre terme tout au long de ce webinaire et nous respecterons également toute désignation que vous préférez personnellement. Vous trouverez dans la section ressources plus d'informations concernant la déclaration d'Autisme Ontario sur le choix du langage. Nous vous rappelons qu'au cours de cette présentation, nous ne pourrons pas répondre aux questions concernant spécifiquement votre enfant ou une personne avec laquelle vous travaillez ou que vous connaissez. Nous discuterons de stratégies générales et ou d'activités et nous vous indiquerons où trouver des informations supplémentaires et d'autres professionnels que vous pourriez consulter à des fins de suivi. J'aimerais maintenant vous introduire à notre présentatrice qui va être avec vous pendant cette session, Madame Mélanie Speck. Bonjour Mélanie. Bonjour Mélanie, merci beaucoup. J'apprécie vraiment l'introduction. Et donc, mon nom est Mélanie Speck. Je suis une travailleuse sociale inscrite pour un conseil francophone dans le nord de l'Ontario. Donc, sans délai, j'aimerais vous présenter notre programme. Donc, nous allons discuter de la santé mentale et l'autisme comme trouble concomitant, de l'autorégulation, les théories, les approches, les facteurs liés au style de vie et à l'environnement, ainsi que les facteurs cerveau-corps, et aussi favoriser la santé mentale des enfants. Donc, j'aimerais... Okay, retake, sorry. All right, je recommence? Mais pas recommence, mais je vais continuer. Pardon. OK. Donc, qu'est-ce que la santé mentale?
En 2021, SickKids a publié son plan de soutien de la santé mentale pour les 5 prochaines années. En long et en large, le rapport définit la santé mentale comme étant des émotions, processus cognitifs et du comportement qui varient en réponse au stress et à la résilience. Donc, cette définition indique que la santé mentale englobe de nombreux éléments, notamment nos sentiments, nos pensées et nos comportements. On se comprend que chaque personne est unique, ainsi que la présentation de la santé mentale. La santé mentale chez les personnes autistes peut être visible ou non et qui manifeste la détresse de manière différente de celle des personnes neurotypiques. Le défi de la santé mentale peut affecter la façon dont une personne communique, y compris son langage corporel, voulant dire ses expressions faciales, le ton de voix et parfois la façon dont elle décrit ses expériences. Parfois, les enfants et les jeunes sur le spectre de l'autisme vivent un moment de crise, d'anxiété ou de dépression sans même qu'on s'en s'aperçoive. Plus de 50% des ados TSA répondent aux critères d'une maladie mentale concomitante. Le terme concomitant est quand une personne avec l'autisme a en même temps un autre diagnostic ou un autre trouble ou une autre condition. Souvent, ces conditions comprennent soit l'anxiété, la dépression, le trouble déficitaire de l'attention et hyperactivité, TDAH, et le trouble bipolaire. Les chercheurs s'interrogent sur les raisons de cette prévalence de maladies mentales concomitantes chez les personnes atteintes du trouble du spectre de l'autisme. Certaines raisons pourraient être que ces personnes subissent des facteurs de stress accrus, tels que les sensibilités sensorielles ou le stress lié au fait de masquer certains traits. Ce dont je veux dire... OK, je recommence celui-ci, Mel. Retake! All right. Le trouble concomitant. Les chercheurs s'interrogent sur les raisons de cette prévalence de maladies mentales concomitantes chez les personnes atteintes du trouble du spectre de l'autisme. Certaines raisons pourraient être que ces personnes subissent des facteurs de stress accrus liés à leur état, tels que les sensibilités sensorielles ou le stress lié au fait de masquer certains traits. Ce dont je veux dire est qu'une personne cherche à cacher ou minimiser ses traits afin de mieux s'intégrer. Ces personnes peuvent aussi éprouver de la difficulté avec l'autorégulation, ce dont nous discuterons sous peu. Aussi, ces personnes ont des sentiments d'anxiété ou de stress plus intensivement que leur part neurotypique. Ces gens sont moins susceptibles de recevoir un diagnostic approprié d'une maladie mentale parce que leur diagnostic d'autisme projette un immense ombrage sur les autres symptômes. En gardant tout cela à l'esprit, il est important, en tant que parents et aidants naturels, de discuter de la meilleure façon de gérer ces facteurs de stress de vos enfants et aussi de les aider à développer des habiletés d'autorégulation pour gérer les sentiments d'anxiété et de stress. J'aimerais discuter brièvement du mot autorégulation, qui est à la mode de nos jours. L'autorégulation est une compétence importante que nos enfants atteints d'un TSA doivent développer car elle est liée à leur capacité d'acquérir d'autres compétences et ça promouvoit aussi leur indépendance. Je démarrerai cette vidéo rapide et loufoque qui, je l'espère, vous fera tous et toutes rire.
On l'essaye. Puis je vais mettre ça. OK. Ben, j'espère bien que tu vas pouvoir l'insérer dans la vidéo. Comme j'adore cette vidéo. Je sais que c'est un peu niaiseux, mais vous savez, l'autorégulation est un sujet qui revient dans les médias sociaux, les livres et dans les conversations en général. L'autorégulation est considérée comme un facteur contribuant de manière significative à la santé mentale positive et au bien-être. Lorsque nous parlons de facteurs contribuants, non, je recommence. All right. Les étapes de l'autorégulation. Comme j'adore cette vidéo. Je sais que c'est niaiseux. En tout cas, l'autorégulation est un sujet qui revient dans les médias sociaux, les livres et dans les conversations en général. L'autorégulation est considérée comme un facteur contribuant de manière significative à la santé mentale positive et au bien-être. Lorsque nous parlons de santé mentale chez les enfants, ceci signifie du fait qu'ils sont calmes ou régulés, alors qu'une régulation dysfonctionnelle, mettons, se manifeste par des sentiments contrariés et contribue à des difficultés avec la santé mentale. Lorsque nous demandons à nos enfants de s'autoréguler, on leur demande de contrôler à la fois leurs sentiments, leurs actions et d'être suffisamment calmes et alertes pour assimiler de nouvelles informations autour d'eux, comme dans les vidéos où Cookie Monster doit rester calme et attendre avant de pouvoir avoir un biscuit. Comme le dit Cookie Monster, c'est dur. L'autorégulation requiert diverses compétences. C'est possible qu'elles soient développées avant que l'enfant soit bien avancé dans l'adolescence ou même à l'âge adulte. Nous ne vous attendez pas à ce que les enfants soient toujours capables d'avoir la conscience ou les compétences nécessaires pour pouvoir se calmer ou s'apaiser. Pour pouvoir s'autoréguler efficacement, votre enfant doit avoir une conscience interne de ce qu'il ressent dans son corps. Faire correspondre ce sentiment à un mot ou à une étiquette d'émotion, ce que nous appelons littératie émotionnelle, et trouver des moyens de surmonter les émotions, sensations corporelles. Par exemple, nous pouvons ressentir une sensation de tension dans la poitrine et le battement de votre corps devient rapide, ce qui nous indique que nous sommes anxieux. Et nous prenons alors la décision d'aller rechercher le réconfort, soit dans notre chair, ou même prendre une marche, ou même juste aller chercher un verre d'eau. C'est beaucoup d'étapes pour les enfants. Tout au long de cette série de webinaires, nous allons discuter comment vous pouvez aider votre enfant à franchir ces étapes et, comme étant naturel, nous pouvons réduire la dépendance d'adultes pour s'autoréguler. Facteurs liés au style de vie. L'une des premières considérations à prendre quand on s'intéresse à la santé de notre enfant, y compris sa santé mentale, son style de vie, c'est les facteurs liés au mode de vie, tels que le sommeil, la nutrition, et je recommence. Facteurs liés au style de vie. L'une des premières considérations à prendre quand on s'intéresse à la santé de votre enfant, y compris souvent sa santé mentale, le style de vie, les facteurs qui sont associés, tels que le sommeil, la nutrition, régime alimentaire et l'exercice physique. La gestion de ces facteurs peut sembler simple et font, comme on le dit, du bon sens. Mais des difficultés ou des différences dans l'un ou l'autre de ces domaines peuvent avoir un impact significatif sur la capacité de votre enfant d'envisager certaines situations de stress, petites ou grandes. Si vous avez des préoccupations par l'un de ces facteurs ci-dessus, n'hésitez pas de consulter votre équipe médicale et ou thérapeutique pour obtenir un bon soutien. Nous aborderons également des stratégies liées à certains de ces facteurs,
y compris également la façon dont nous structurons nos habitudes quotidiennes dans le cadre des prochaines présentations de cette série. Nous allons maintenant nous pencher sur ce que nous appelons les facteurs cerveau-corps et sur la manière dont ils sont liés à la santé mentale. La santé mentale est la façon dont nos émotions, nos sentiments, notre cognition, nos pensées et nos comportements, nos actions, varient en réponse au stress ou aux défis. Il convient alors d'examiner ce qui se passe dans notre cerveau, dans notre corps et comment ces facteurs cérébraux et corporels sont liés à notre capacité à nous réguler ou à réagir de différentes manières aux différentes situations. Tout d'abord, comment le cerveau et le corps sont-ils liés? Le cerveau et le corps communiquent en s'envoyant des messages l'un à l'autre par notre système nerveux. Par exemple, le corps reçoit des messages du monde extérieur, donc des images, des sons, des odeurs et autres informations. Ensuite, notre cerveau interprète ces messages et répond par une action ou un comportement. Suivant, à quoi ressemble le développement du cerveau à différents âges? Lorsque les enfants sont très jeunes, ces messages et ces connexions se développent très rapidement et commencent à informer la façon dont l'enfant perçoit le monde qui l'entoure. Est-ce un endroit effrayant ou sécuritaire? Au fur et à mesure que les enfants grandissent, ces connexions sont en mode de révision constant. Notre cerveau ne mature pas avant la mi-vingtaine et continue d'évoluer au fur et à mesure que nous apprenons et que nous vivons des expériences tout au long de notre vie. Enfin, comment le comportement de notre corps reflète-t-il ce qui se passe dans notre cerveau? Nous pouvons utiliser les actions, les comportements observés chez l'enfant comme indicateurs pour nous aider à déterminer ce qui se passe dans son petit cerveau. Comme exemple, réagit-il parfois à un état calme ou à ses actions sont intentionnelles? Ou est-ce qu'il réagit d'un état de peur, d'excitation ou de dérégulation? Ou à ses actions sont plus instinctives? Nous allons maintenant voir une vidéo sur le modèle développé par Daniel Siegel, qui est un spécialiste du cerveau bien connu et l'auteur du livre The Whole Brain Child. Nous allons voir comment notre cerveau et notre corps réagissent lorsqu'une situation qui est perçue comme étant une situation de, je recommence, vidéo cerveau-corps. Nous allons maintenant voir un court vidéo sur le modèle développé par Daniel Siegel, qui est un spécialiste du cerveau bien connu et qui est aussi l'auteur du livre The Whole Brain Child. Nous allons voir comment notre cerveau et notre corps réagissent lorsqu'il y a une situation qui est perçue comme étant une situation je l'ai une minute. Une situation qui est perçue comme étant une situation. Je recommence dans ça parce que j'ai mal placé mes mots ici. Lorsqu'une situation est perçue comme étant. OK. Comme étant. Je recommence. Pardon, Mel. OK. Vidéo cerveau-corps. Nous allons maintenant voir un court vidéo sur le modèle développé par Daniel Siegel, qui est un spécialiste du cerveau bien connu et l'auteur du livre Whole Brain Child. Nous allons voir comment notre cerveau et notre corps réagissent lorsqu'il y a une situation qui est perçue comme étant menaçante et comment notre cerveau et notre corps répondent. Il faut faire jouer la vidéo.
la conscience externe et traitement sensoriel. Même avant que les enfants puissent commencer à s'autoréguler, ils doivent comprendre ce qui se passe dans leur environnement et comment ces informations peuvent avoir un impact sur leur cerveau et leur corps. Ce processus est appelé traitement sensoriel ou même intégration sensorielle, qui est défini comme étant la capacité d'un individu à organiser, intégrer et traiter les informations sensorielles reçues du corps et de leur environnement extérieur afin de produire des réponses réfléchies et orientées vers un but. En outre, il s'agit d'un processus de recueil d'informations par nos sens, puis l'organisation des informations afin de créer une réponse appropriée à la situation. Nous recevons des informations de différents organes sensoriels, donc nos yeux étant la vue, nos oreilles étant le son, notre nez, l'odeur, notre langue, le goût, et la peau comme étant le toucher. Les oreilles étant le son que j'ai déjà mentionné. Ces récepteurs dans nos muscles et dans nos... Non, je recommence. Ça, c'est comme plein de comme... Oh. Pardon, Mel. Et récepteurs dans nos muscles. des problèmes. Je m'excuse, hein, c'est pas comme la dernière fois. Hein? Je suis en train de... Je déparle. Je m'excuse, Mel. Je me pensais tout. J'ai fait la même chose avec toi. J'ai fait la même chose avec toi. Je m'ai repris 3 fois. J'étais comme... What the heck, je peux même pas parler aujourd'hui. Not a problem. Right. OK, je d'accord. All right. Scene. Conscience externe et traitement sensoriel. Avant même que les enfants puissent commencer à s'autoréguler, ils doivent comprendre ce qui se passe dans leur environnement et comment ces informations peuvent avoir un impact sur leur cerveau et aussi sur leur corps. Ce processus est appelé traitement sensoriel ou même intégration sensorielle, qui est défini comme étant la capacité d'un individu à organiser, intégrer et traiter les informations sensorielles reçues du corps et de l'environnement extérieur afin de produire des réponses réfléchies et orientées vers un but. En outre, il s'agit d'un processus de recueil d'informations par nos sens, puis l'organisation des informations afin de créer une réponse appropriée à la situation. Nous recevons des informations de différents organes sensoriels, donc comme nos yeux, étant la vue, nos oreilles, étant le son, notre nez, l'odeur, la langue, le goût, la peau, le toucher, et récepteurs dans nos muscles et nos articulations. Pardon, j'ai toujours la difficulté avec ça moi aussi, mais c'est la proprioception et la conscience du corps pour être traitées dans différentes sections du cerveau. Puis, ces informations sont partagées entre les différentes zones de notre cerveau. Grâce à ce processus, les sens interagissent constamment avec l'environnement pour comprendre où suis-je, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je veux, de quoi j'ai besoin, comment vais-je réagir. Avant que les enfants puissent même commencer à s'autoréguler ou s'adapter à la situation, ils doivent comprendre ce qui se passe dans leur corps. L'ergothérapie se concentre sur l'interoception, soit la compréhension des sensations dans le corps. Ce sens travaille dur, sans arrêt, surveillant tout votre corps, comme le cœur, les poumons, l'estomac, la vessie, les muscles, la peau et même vos globes oculaires, en collectant des renseignements sur la façon dont ces parties du corps se sentent. Ce sens nous aide à comprendre des choses même comme la faim ou la fatigue, mais il nous aide également à comprendre nos émotions. Donc, comme exemple, mon cœur battait la chamade quand nous avons commencé cet atelier ou cette introduction, car j'éprouvais un petit peu de stress. La recherche montre que le fait de comprendre nos sensations corporelles constitue la première étape vers la conscience émotionnelle et l'autorégulation. Nous n'avons pas le temps d'aborder l'interoception, mais si vous le souhaitez, votre page de ressources contient le lien vers le site web de Mme Kelly Mahler et elle propose une multitude de ressources sur ce sujet, y compris des cours et des activités. Elle offre aussi un programme complet
Si vous travaillez avec une ou un ergothérapeute qui peut avoir besoin d'idées sur la façon d'enseigner cette compétence. Donc, la façon dont notre cerveau et notre corps traitent les informations provenant de nos environnements internes et externes peut contribuer à des sentiments de calme ou de contrariété. Par exemple, réfléchissez à la manière dont ces sensations peuvent influencer la capacité d'une personne à rester calme et réguler lorsqu'elle est confrontée à un facteur de stress. Donc, ces facteurs étant des facteurs environnementaux étant comme les lumières vives, les vêtements confortables, les bruits forts, et aussi interoception. Donc, le ventre gonflé, des maux de tête, la fatigue. Les services de psychiatrie à l'hôpital OK, je recommence. Favoriser la santé mentale de votre enfant. Le service de psychiatrie de l'hôpital à Toronto SickKids a élaboré un programme complet de soutien à la santé mentale des jeunes enfants qui met l'accent sur 6 façons de renforcer l'attachement et favoriser leur bien-être. Donc, en premier lieu, engagez-vous. Si votre enfant a besoin de vous avec eux. Je recommence bien. Excuse-moi. Favoriser la santé mentale de votre enfant. Donc, le service de psychiatrie de l'hôpital à Toronto SickKids a élaboré un programme complet de soutien à la santé mentale des jeunes enfants qui met l'accent sur 6 façons de renforcer l'attachement et aussi de favoriser leur bien-être. Donc, en premier lieu, engagez-vous. Votre enfant a besoin que vous jouiez avec eux, que vous lui appreniez comment partager ou même prendre son tour. L'attention est une étape clé pour les enfants atteints du spectre de l'autisme. Il s'agit d'apprendre à votre enfant à prêter attention à une chose vers laquelle vous l'avez dirigé. Mais il faut d'abord que vous sachiez trouver son attention, comme par le jeu. Aussi, faites preuve de sensibilité. Votre enfant grandit, apprend et a parfois besoin de l'espace pour explorer le monde à son rythme. Faites preuve de cohérence. Nous en reparlerons la semaine prochaine ou dans les prochaines semaines, mais le maintien d'une routine et de limites est essentiel au développement de votre enfant. Aussi, soyez à l'écoute. Votre enfant peut vouloir exercer son indépendance, mais il ou elle a toujours besoin de vous, surtout lorsqu'il s'agit de régulation. Comme nous l'avons dit auparavant, sur le plan du développement, votre enfant a encore besoin que vous l'aidiez à se réguler. Aussi, soyez une bonne compagnie. Bien que cela semble évident, il peut être très difficile de rester dynamique et amusant en tant que parent. Nous sommes épuisés, nous sommes fatigués à la fin d'une grande journée et parfois notre tête n'est pas au moment présent. Il est important de se rappeler de ralentir et de s'amuser aussi avec nos enfants. N'oubliez pas d'être leur voix. Vous êtes la voix de votre enfant et il a besoin de vous. Il a besoin que vous nommiez pardon. Ses pensées, ses sentiments et ses expériences. Il faut aussi répéter de nombreuses fois, comme on le sait toutes, avant qu'il ou elle puisse commencer à les nommer. La co-régulation est un moyen efficace afin de mettre en œuvre certaines stratégies recommandées par l'hôpital de SickKids pour soutenir la santé mentale de votre enfant. Avant de pouvoir développer leur capacité d'autorégulation, les enfants doivent vivre des expériences de co-régulation émotionnelle avec un ou plusieurs adultes bienveillants. La co-régulation vraiment consiste à faire en sorte que les besoins émotifs et physiques sont apaisés par une personne qui s'occupe d'eux et ces expériences contribuent à établir un lien solide entre le cerveau et le corps. Avant même que les enfants et les jeunes ne soient capables de développer leur propre capacité d'autorégulation et d'adaptation, ils dépendent sur leurs parents et les
personne qui s'occupe d'eux pour leur aider à faire face à des difficultés. En tant qu'adultes, nous continuons à nous autoréguler avec les personnes qui nous entourent. Donc, comme exemple, lorsque nous nous confions à une amie après une longue journée ou lorsque nous avons une copilote ou un passager dans la voiture. Pour nos enfants, cette co-régulation se produit tous les jours dans nos interactions lorsque les jeunes enfants sont apaisés par des câlins ou des bercements ou même en discutant avec eux d'un ton de voix calme. Puis lorsque les enfants d'âge scolaire ont besoin qu'un aidant naturel leur tient la main jusqu'à la porte d'entrée à l'école, ou lorsque les ados ont besoin d'être par leurs parents avant de prendre un risque. La co-régulation est le fondement d'un bien-être sain et d'une santé mentale positive tout au long de la vie. Rester calme et se connecter peut sembler simple, mais la vie peut parfois être chaotique et cela peut être difficile à faire. Je vais maintenant vous montrer un court vidéo sur l'écoute active qui, je pense, montre comment nous pouvons être cette personne de soutien calme dont nos enfants ont besoin. Vous savez, notre instinct est souvent de venir chercher la personne, d'essayer de les consoler. Mais vraiment, si nous pouvons seulement valoriser la façon dont ils se sentent, cela est à la base de l'écoute active. Donc, j'ai toujours à souligner l'importance et les avantages d'une relation sociale positive, pour renforcer l'estime de soi et améliorer la santé mentale. Le fait d'être seul ou de se sentir isolé peut faire ressortir des sentiments d'anxiété durant l'enfance et cela peut se poursuivre à l'âge adulte. Voici l'une de mes citations préférées. Pour le monde, tu peux être une personne. Mais pour une personne, tu peux être le monde. Les enfants qui sont atteints de neurodiversité, il peut être difficile d'établir des relations, mais il suffit d'une seule relation pour faire une grande différence.
Les 3 prochaines sections de notre mini-série proposeront des stratégies que vous pourrez essayer avec votre enfant ou avec votre ado. C'est ça. Chaque série est divisée en fonction de l'âge, mais je vous encourage à écouter à l'une ou l'autre des séances ou vraiment toutes, car certaines stratégies peuvent convenir à votre enfant, quel que soit son âge. Et ne vous inquiétez pas, si vous ne pouvez pas assister aux 3 séances, aux 3 séries, nous enregistrerons ces webinaires et ils seront tous disponibles à la demande. Donc, pour nous contacter, voici nos coordonnées. J'aimerais vous remercier d'avoir participé, d'avoir écouté l'introduction à nos mini-séries et j'ai vraiment hâte de vous revoir. Donc, au plaisir de vous revoir bientôt.